Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Geoffrey Dulac. Bonjour Geoffrey, Bonjour Serge. comment tu vas? Écoute, très bien et toi? Ah, ça va. Est-ce que tu peux te présenter et présenter par la même occasion le groupement du patronat francophone? Bien sûr. Geoffrey Dulac, j'ai 28 ans et aujourd'hui je suis vice-président de la commission startup au sein du groupement du patronat francophone. Et effectivement à côté, je suis responsable de développement commercial pour la startup Swile. Alors le groupement du patronat francophone, c'est quoi? Au fond, c'est le premier réseau d'affaires francophones à travers le monde. L'idée, c'est assez simple, c'est de favoriser les échanges, le transfert de compétences entre les entreprises et les acteurs économiques des pays francophones et francophiles. Ça va se matérialiser comment? On va d'abord planifier effectivement des réunions bilatérales et des événements internationaux. On va organiser des rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux d'originaire d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique. Et on va mettre à disposition notamment de nos membres un outil unique qui s'appelle FAOS et qui va permettre aux acteurs économiques de dialoguer et de travailler ensemble. D'un point de vue chiffre, aujourd'hui, on travaille avec 88 pays francophones. Aujourd'hui, il y a plus de 274 millions de locuteurs dans le monde et on prévoit qu'il y en ait 750 millions en 2050. Donc, comme tu peux le voir, Serge, évidemment, il y a un enjeu démographique, il y a un enjeu stratégique, et l'idée, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir effectivement faciliter les échanges et les potentiels business. Très bien. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'action que tu mènes ou que le groupement du patronat francophone mène? Oui, oui, bien sûr. Bah, là, aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est que, prenons un exemple, tu as un ministre économique d'un pays d'Afrique qui arrive en France, qui nous dit, par exemple, qu'aujourd'hui, là, il est en France notamment pour faire du business sur certains secteurs d'activité. Ça peut être la santé, ça peut être le domaine de l'éducation, etc. Nous, effectivement, on va essayer d'identifier en France les acteurs qui sont des pionniers, effectivement, dans ce secteur et qui aimeraient effectivement se développer à l'échelle internationale et notamment dans ce pays. Moi, dans le cas où je m'occupe principalement des startups, si on prend le cas de l'éducation, je vais par exemple solliciter des startups françaises qui ont un vrai savoir-faire dans l'éducation et je vais leur permettre de pouvoir rentrer en contact, échanger et créer un potentiel business avec ce pays. Donc tu l'auras compris Serge, évidemment c'est une facilité dans le contact. C'est une facilité évidemment aussi dans le timing, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour rencontrer quand même des gouvernements et des pays, ça peut prendre 1 an à 2 ans. Et c'est pas le gouvernement ou d'autres grands acteurs français qui vont me contredire. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, de par le rayonnement international qu'a le groupement du patronat francophone, on arrive assez vite à pouvoir rencontrer les grands décideurs de la planète. Très bien. Pendant la crise, qui continue encore malheureusement, on a commencé à parler du nouveau monde et du monde d'après. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de nouvelles habitudes. À ton avis, grâce à quoi les startups ont réussi à s'adapter aux nouvelles habitudes des Français? À quelles habitudes les startups se sont alignées avec les nouvelles habitudes des Français? Alors tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'on l'a vu pendant le confinement, les Français ont été, notamment les Français ont été contraints, je dirais à revenir à des habitudes primaires, hein, qui peuvent être simplement de nourrir, de se boire ou même, de se rendre chez le médecin et au-delà effectivement des startups, c'est vrai qu'un certain nombre d'entrepreneurs ou de créateurs d'entreprises, dans notre pays a su identifier, je dirais, en amont effectivement de cette crise, des problématiques clés auxquelles étaient soumis justement les Françaises et les Français. Et tu l'as très bien dit, certaines startups ont pu notamment se concentrer sur les domaines que je t'évoquais, notamment le domaine alimentaire, le domaine médical ou encore le domaine effectivement du bien-être au travail. On peut prendre quelques exemples. Hein. Un des exemples le plus marquants pour moi est notamment Doctolib. Doctolib, aujourd'hui, qui est un des leaders sur la santé en France et qui a pu pousser, avec le soutien du gouvernement, la téléconsultation pour l'ensemble des Français. Si on prend quelques chiffres, il y a eu plus de 4 millions de visites en 6 mois. C'est une multiplication par 50. C'est considérable. Si on prend d'autres actions,
la livraison, par exemple, à domicile, le fait de pouvoir utiliser ces titres restaurants facilement. Je pense typiquement là à des startups comme Frishti ou à des startups comme Swile qui ont pu évidemment faciliter le quotidien des Français sur ces sujets. Donc un certain nombre de panels d'entreprises qui sont rentrés, je le dirais, dans le quotidien, dans l'intimité des Français, et c'est très bien. Est-ce que tu penses que cette crise a été un moyen justement de démocratiser, des solutions issues de start-up? Je pensais par exemple à Zoom. En lisant un article sur Zoom, je me suis rendu compte que ça faisait 10-15 ans que ça existait et c'est juste ça s'est démocratisé à partir du moment où on en avait vraiment besoin et les gens ont découvert Zoom ou d'autres nouvelles plateformes comme, Zoom. C'est tout à fait exact. Dans tous les cas, on l'a toujours vu, lorsqu'il y a, des crises, crise économique, crise sanitaire, crise, naturelle, hein, dues à des catastrophes naturelles, l'humain, le pays, la planète doit se repenser, doit se renouveler et doit faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'auparavant. Et tu l'as dit, c'est vrai que Zoom, c'est notamment un des acteurs qui est là depuis, comme tu le disais, plus d'une dizaine, quinzaine d'années. Et c'est vrai que globalement, les entreprises étaient, je dirais, assez réservées par rapport à son usage, et la crise et notamment le confinement a pu, comme tu le disais, accélérer, c'est vrai, et démocratiser cette pratique. Et je pense que ça va pas aller évidemment en s'arrêtant. On va bien sûr voir d'autres outils. Moi, je pense également à des outils de messagerie interne comme Slack ou Team, qui aujourd'hui permettent aussi de créer de la cohésion, créer de la proximité avec le collaborateur, et on sait qu'elle est importante, notamment dans le cadre du confinement. On a vu aussi, justement dans ce cadre-là qu'il y a eu la crise a eu des impacts sur les entreprises. Ça a été quoi exactement l'impact qu'elle a eu sur les startups? Une startup, ça reste avant tout une entreprise. Et comme toute entreprise, évidemment, le chef d'entreprise, ses équipes peuvent faire face à des difficultés économiques. Effectivement, un pays qui est à l'arrêt, comme on a pu le connaître en France, c'est forcément moins de business, donc c'est forcément moins de rentrée de coûts, donc c'est forcément moins de possibilités de pouvoir payer les salaires et pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise. Et effectivement, les startups n'ont pas été épargnées, même si c'est vrai, certaines, elles ont pu, de par les récentes levées de fonds qu'elles ont pu avoir pour certaines, avoir, je dirais, compter sur cette trésorerie. Elles ont, du coup, comme une grande majorité, effectivement, d'entreprises françaises, dû faire face à la notion de chômage partiel, à la notion de licenciement économique, mais tout évidemment en respectant un cadre juridique et évidemment un cadre humain. Très bien. Est-ce que la principale force des startups, ça serait pas justement sa capacité à pivoter comparé à des grands mastodons? Aujourd'hui, quand une startup se développe, souvent ce qu'on lui demande et ce que demandent notamment les investisseurs, c'est d'avoir des résultats assez vite. Et ce qui se passe, c'est que souvent, de par les talents qu'il peut y avoir, de par la variété des compétences et de par aussi je dirais la logique et le bien fondé du produit, les startups arrivent à évoluer assez vite et donc à s'adapter, je dirais, aux évolutions du marché. Et c'est vrai qu'elles ont une certaine liberté, pardon, à pouvoir évoluer en ce sens. Prenons un exemple concret. Si on prend l'exemple de Swile dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a encore 8 à 9 mois, avant le confinement, elle s'appelait Luncha. Elle s'est aperçue que très vite, elle était sur un marché du titre restaurant qu'elle dominait, ou en tout cas sur laquelle elle devenait un acteur incontournable, mais surtout elle s'est aperçue qu'il y avait d'autres problématiques, des problématiques d'engagement que pouvaient faire face effectivement les DRH. Et donc par rapport à ça, elle a décidé, c'est vrai, assez facilement, mais évidemment avec un travail de fond en amont, de passer à Swine et de pouvoir donner des canaux et des leviers effectivement d'engagement qui permettront, voilà, aux entreprises, aux directions des ressources humaines, d'avoir plus de cohésion, plus d'impact et je dirais un meilleur bien-être au travail. Tu penses qu'il y a une survalorisation des startups aujourd'hui? Un peu comme il y a pu avoir dans les années 2000, cette fameuse bulle internet et on le voyait vers au mois de septembre, quelques articles qui fleurissaient sur internet en disant que c'était bientôt la fin des startups et de cette bulle explosive. Tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs dans les médias, beaucoup d'acteurs dans la globalité se plaignent effectivement de ce phénomène, à savoir je vais faire une start-up, je vais créer une start-up, un petit peu comme si on prend la référence hein, que tout le monde connaît, dans La vérité si je mens, je vais dire le mot start-up à un banquier et tout va marcher. Je pense que, comme toute entreprise, évidemment, il y a des problématiques derrière qui sont cachées, hein, des problématiques financières, des problématiques de croissance, des problématiques même d'emploi, et que
on n'est pas forcément dans une startup nation, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu, aujourd'hui que les startups étaient un des rares marchés, un des rares écosystèmes où il y avait des aspects positifs et notamment positifs pour le pays. Si on prend, quelques chiffres, hein, typiquement, pendant le confinement, près d'une startup sur 2 a recruté, à hauteur de 48. Près de 78 des startups ont prévu de le faire d'ici à décembre 2020. C'est des chiffres considérables. C'est des vecteurs effectivement d'emploi, c'est des vecteurs, comme tu le disais justement auparavant, d'engagement, de renforcement de compétences pour les collaborateurs. Et évidemment, derrière, on a plus le fort, hein, mais tous les gouvernements de la planète, et notamment le gouvernement français, bah, investissent sur ce domaine. Pendant le confinement, Cédrico a notamment mis à disposition 4 milliards pour pouvoir soutenir les startups françaises. Donc, je pense que au-delà de la startup nation, il faut plus le voir comme un acteur, un canal, je dirais, d'emploi, un canal, je dirais, d'ambition, un canal d'espoir pour un pays comme la France. Et d'ailleurs, les récentes levées de fonds qui ont pu avoir lieu, fantastiques, montrent que les investisseurs étrangers commencent à revenir en France. Et donc, une certaine confiance commence à revenir. C'est une bonne nouvelle. Les startups aussi ont un devoir, de rentabilité, là où certains articles, prédisaient que les startups on crée des startups et que personne ne regardait leur rentabilité. Tu as totalement raison. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour une startup, c'est d'avoir un produit, un business model, une équipe forte. Parce que c'est les premières choses que les investisseurs vont regarder. Et évidemment, derrière, souvent, c'est pas forcément dit, hein, d'un point de vue de communication, mais souvent, il y a des startups qui n'y arrivent pas et qui sont obligés de rendre le bilan, qui sont obligés de fermer leur activité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme toute entreprise, les startups, elles ont en tout cas des acquis fondamentaux pour qu'elles puissent réussir. Et évidemment, la rentabilité, le business model, la capacité à ce qu'un produit soit audible pour le public font partie en tout cas des facteurs que regardent les investisseurs, les fonds pour investir sur ces entreprises. Tu nous parlais tout à l'heure de la création d'emplois justement, dans les startups. Est-ce que cette crise a permis justement d'augmenter le recrutement en startup? Alors oui, parce que comme tu as pu le voir, beaucoup de startups ont pu, alors je dirais pas profiter, mais en tout cas ont pu servir, je dirais, les Français, notamment pendant cette crise, de par les produits qu'elles proposent. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as une forte production, tu as une forte croissance, et du coup, derrière, bah, tes attentes, elles évoluent. Et donc, tu peux être enclin, bah, déjà, à intéresser davantage d'investisseurs pour qu'ils investissent davantage sur toi, pour aller encore plus vite ou pour grandir encore davantage. Et pour pouvoir grandir et aller encore plus loin, bah, il faut recruter. Et c'est pour ça que oui, effectivement, tu as en tout cas un vivier d'emplois qui sont aujourd'hui disponibles dans les startups. Alors évidemment, plus sur certains types de métiers, parce que c'est des métiers qui vont être, je dirais, plus intéressants, notamment pour la croissance, l'optimisation du produit ou pour encore le renforcement de la marque. Je pense à des métiers effectivement comme la vente, le domaine commercial. Je pense également à des métiers comme le référencement, donc le marketing, ou encore à des métiers comme la création je dirais, de logiciels, la création d'outils, et donc là, du développement. Et puis au-delà de ça, évidemment, tu as d'autres métiers derrière qui vont émerger, bien sûr. Bah, quand tu recrutes en startup justement, c'est quoi les points que tu valorises? Alors, je voudrais pas faire effectivement une généralité parce que derrière chaque startup, comme toute entreprise, il y a des valeurs importantes, essentielles pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir en amont, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te demande d'être quelqu'un, évidemment, de polyvalent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es sur un poste en startup, t'es pas forcément que sur tes missions clés. On te demande de pouvoir travailler en équipe sur des projets assez transversales. Donc, si prenons l'exemple d'un emploi comme sales aujourd'hui en startup, on va te demander d'être capable d'analyser les marchés, donc faire tout un travail d'analyse. On va te demander d'être capable de négocier et donc de closer entre guillemets des deals, du business. Mais on va aussi te demander d'être capable de faire preuve d'impact, notamment dans ta communication et ton marketing, donc d'être un ambassadeur. Donc on te demande au fond d'avoir, je dirais, cette polyvalence, d'avoir la capacité de pouvoir être ambassadeur de la marque, de la défendre sur tous les terrains d'acquisition. C'est aussi la capacité, je dirais, d'accepter d'être managé ou d'être manager. Et souvent, lorsque tu rentres sur un poste et que ça marche plutôt bien, tu as des responsabilités assez vite. Mais du coup, ça t'oblige à un travail d'être capable, voilà, de savoir manager des équipes, d'entendre aussi ce qui va et ce qui va pas, et de bien le faire.
Parce que en fait, plus rapidement, je dirais encore que dans les entreprises, aujourd'hui, un chef d'entreprise, s'il voit d'une startup, s'il voit qu'un élément va pas, il va pas attendre 5 mois pour agir. Il va agir tout de suite. Donc ça nécessite de ta part, je dirais, une remise en question, un travail constant sur ta personne, sur tes compétences et sur ce que tu es capable de faire. Il y a une différence, par exemple, entre un recrutement dans une start-up et un grand groupe? En termes de, je sais pas, soit de mindset, soit de compétences, soit de points qu'on regarde pour recruter un candidat? C'est difficile comme question parce qu'aujourd'hui les entreprises, les grands groupes, s'adaptent évidemment au marché donc les méthodes de recrutement deviennent assez similaires. C'est vrai qu'aujourd'hui sur un recrutement comme je te le disais en start-up, on va te poser des questions assez précises. On va te demander par exemple, de savoir quelles sont tes ambitions à 1 an ou 2 ans. Parce que clairement quelqu'un qu'on recrute, qui souhaite, par exemple créer son entreprise, on sait qu'il va pas forcément avoir de beaucoup d'investissement dans la startup. Donc, ça a moins de sens effectivement de le recruter. On va essayer aussi de voir ta capacité à pouvoir t'intégrer rapidement, parce qu'évidemment derrière, et souvent c'est un constat dans toutes les startups, mais on préfère avoir une personne bonne, mais qui va peut-être prendre un peu plus de temps pour apporter du résultat, mais qui arrive à s'intégrer rapidement, que peut-être avoir la meilleure personne avec le meilleur talent du monde, mais qui aura des grandes difficultés à s'intégrer à l'équipe. Donc on va regarder l'intégration à l'équipe, donc ta capacité à t'adapter, ta capacité d'écoute et d'intelligence aussi par rapport au poste, et puis ta capacité aussi à délivrer aussi rapidement. Parce que ce qui est intéressant dans les startups, c'est que, évidemment, tu le disais tout à l'heure, il y a des objectifs de rentabilité, les investisseurs, ils attendent pas de savoir si dans 1 an ou 2 ans les chiffres vont venir. Et du coup, derrière, toute la direction va observer clairement ce que tu fais et ce que ça apporte en termes de valeur. Alors que dans un groupe, je dirais comme on est à plus de 10 000 ou 20 000 salariés, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à voir parce que derrière, évidemment, c'est des acteurs qui ont des acquis déjà, des acquis forts. Alors je dis pas évidemment que les collaborateurs qui sont dans les grands groupes ne vont rien faire, bien au contraire, ils vont avoir une incidence. Mais en fait, de par le management qu'il va y avoir, je dirais que le pouvoir de décision, le pouvoir d'action va prendre plus de temps parce que il va y avoir ça va demander plus de validation, plus de, je dirais, de réflexion sur le process de décision. Très bien. Est-ce qu'il y a des, nouveaux métiers qui se créent justement, grâce à ces startups, grâce à des nouveaux besoins que des Français? Oui, il y en a un certain nombre parce que évidemment, derrière, et notamment dans le domaine des startups, les équipes souhaitent, être toujours plus productives, elles souhaitent toujours être meilleures dans leur travail et on a pu voir notamment émerger un métier, moi qui m'a beaucoup marqué, notamment ces derniers mois, qui est le growth hacking. Le growth hacking, c'est quoi? En fait, c'est la capacité d'avoir un ensemble de techniques, je dirais, irrationnelles, marketing, qui vont te permettre de pouvoir décupler la croissance de tes entreprises. Donc prenons un exemple concret, demain tu es, tu commercial dans une entreprise, comment tu peux faire pour aller plus vite dans ta prospection, avoir une prospection du coup plus intelligente, avoir plus de rendez-vous et donc plus de chiffres sans impacter ton temps et ton travail. Et en fait, le gros hacking va te permettre notamment de pouvoir, je dirais, décupler et d'être beaucoup plus efficace sur ce domaine. Donc c'est un métier qu'on voit pour l'instant beaucoup essentiellement dans les startups parce que c'est notamment les startups qui ont besoin, je dirais, qui ont un besoin, je dirais, de croissance assez forte. Tu as pu voir d'ailleurs émerger un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, des acteurs comme effectivement Lyon, Kevin Dufresne, Jérémy Goyot ou beaucoup d'autres effectivement acteurs qui émergent aujourd'hui sur le marché, mais tu en verras d'autres, je pense, dans les mois à venir, parce que derrière, évidemment, les entreprises recherchent, je dirais, cette croissance et ces techniques pour aller plus vite et avoir plus d'impact. C'est bien que tu en parles justement. Est-ce que c'est pas aussi pour les plus jeunes ou, les futurs, employés, est-ce que travailler dans une startup, c'est pas aussi une occasion de découvrir des nouveaux métiers qui sont pas encore développés forcément dans des grandes entreprises? Tu parlais de growth hacker par exemple, c'est une notion qui existe depuis quelques années, en startup et pourtant les grandes entreprises commencent juste à réfléchir à mettre ce type de poste dans leur, hiérarchie. C'est une très belle question, ta question. J'irais même plus loin encore. Est-ce que au fond, les startups, ça serait pas, au fond, une école un petit peu de la vie? À savoir, est-ce que lorsqu'on va dans une startup, on n'arriverait pas enfin à découvrir ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est fort, ce dans quoi on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est souvent une question qui remonte dans la jeunesse, lorsqu'elles viennent notamment d'avoir le bac ou lorsqu'elles sont en études supérieures. Elles savent pas trop ce qu'elles souhaitent faire. Ou typiquement, dans le cadre de reconversion.
souvent tu as des actifs qui sont sur un métier, mais qui s'aperçoivent que c'est pas là où ils devraient travailler. C'est pas là où ils sont les plus passionnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups, elles peuvent te permettre, je dirais, de découvrir, d'avoir cette reconversion, cet apprentissage, d'apprendre, d'acquérir des compétences sur des métiers, comme tu le disais, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent être assez clés, ou sur des nouveaux métiers qui peuvent évidemment leur permettre d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi du marché, et devenir, je dirais, un couteau suisse ou un indispensable dans effectivement les années à venir. Un des points aussi qu'on retrouve souvent ou que les startups mettent en avant, c'est quand tu rentres, dans la startup, c'est que tu as des missions très diversifiées. Est-ce que ça joue pas aussi? Concrètement, ta fiche de poste peut évoluer très rapidement selon les besoins de la startup, alors que dans un grand groupe, souvent, elle est un peu plus figée, ou ça prend plus de temps pour faire évoluer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai en fait, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que les startups en fait, elles doivent constamment en fait évoluer, et proposer et délivrer. Et du coup, pour pouvoir le faire, elles doivent avoir des équipes qui sont capables à la fois de s'adapter à cette stratégie et s'adapter au marché. Du coup, derrière, on peut pas effectivement, comme tu le disais, demander à une startup dans ce sens d'avoir des équipes figées, d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas capables de répondre à des attentes que peuvent avoir de potentiels clients, ou une stratégie globale. Elles ont, c'est vrai, elles se spécialisent sur des niches. Elles peuvent, comme tu disais, avoir cette capacité à switcher rapidement. Et en fait, cette capacité de switch rapide, ça va les obliger à avoir en tout cas des équipes qui ont cette faculté, cette facilité à pouvoir diversifier leurs activités. Les grands groupes ont plus de difficultés à switcher, à avoir cette capacité à changer du jour au lendemain. Et donc, elles vont plus chercher, je dirais, des experts dans leur domaine qui vont pouvoir délivrer sur un même domaine pendant plus longtemps. Et est-ce que c'est, pour des jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, c'est forcément un passage obligé de travailler dans des startups? En tout cas, je dirais, c'est un plus considérable. Parce que pour tout chef d'entreprise, en tout cas tout jeune qui souhaite créer une startup, être au cœur de ce qu'il pourrait avoir à avoir demain, c'est au fond voir toutes les problématiques. Les problématiques humaines, les problématiques financières, les problématiques collectives. Prenons un exemple très concret. Ça apprend beaucoup lorsque tu vas dans une startup et que tu vois qu'il y a par exemple des difficultés économiques. Et donc que du coup, le directeur général, le CEO vont prendre des décisions fortes, soit de licenciement, soit de redéfinition d'une stratégie, soit de création de postes, soit de diversification de missions. C'est au fond un laboratoire qui va vraiment te permettre de comprendre ce qu'il faut faire, au fond, et de ce que tu ne devras pas faire par la suite si demain tu crées une entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle école pour toute notre jeunesse, pour apprendre vite et pour être compétent. Et derrière, bien sûr, voilà, encore une fois, je ne critique pas les grands groupes. Moi, j'ai eu l'occasion, hein, lorsque j'étais plus jeune, de réaliser des alternances dans des grands groupes. C'était une expérience fantastique. Et encore une fois, si je devais le refaire, je le referais évidemment avec grand plaisir parce que ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai qu'évidemment, les temps évoluent et notre jeunesse aussi. Et c'est vrai on leur demande beaucoup aujourd'hui. On leur demande de pouvoir s'adapter rapidement, d'être efficace, d'avoir de l'expérience alors qu'elles n'en ont pas forcément. Donc c'est vrai que en tout cas, c'est un très beau laboratoire pour expérimenter tout ça. Une startup qui passe de 50, 100, collaborateurs à 10 000, 15 000 collaborateurs, tu penses qu'elle proposera toujours ces missions aussi diversifiées, cette agilité? En tout cas, c'est son devoir. C'est le devoir qu'elle devrait avoir. En tout cas, et ça fait aussi des promesses de valeur qu'elle met en avant dans le cadre de sa marque, dans le cadre aussi de ses recrutements. Après, il est bien évident que lorsque tu as une startup avec un effectif à hauteur de 10 à 50 employés et quand tu as une startup avec un effectif à hauteur comme tu le disais, de plus de 1000, 2000, 3000 ou même plus de 10 000, évidemment, derrière, ça va nécessiter des problématiques auxquelles il faudra y répondre et donc une nouvelle organisation sera mise en place. Parce qu'évidemment, derrière, un directeur commercial d'une entreprise de 50 salariés, c'est pas la même chose qu'un directeur commercial d'une entreprise de 10 000 salariés, d'un point de vue de communication, d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue d'équipe. Mais je suis assez optimiste, en tout cas, de ce qu'on peut voir des entreprises, en tout cas des startups qui sont en train d'émerger dans l'écosystème français. Pour l'instant, ça marche, ça tient bien. On arrive à avoir des entreprises avec du contact humain, du bien-être au travail, de la valorisation, de la considération et de l'évolution. Et c'est au fond, c'est ce que recherchent, je dirais, les Françaises et les Français lorsqu'ils souhaitent travailler sur le marché. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si tu devais me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui? Stéphane Tiki.
Stéphane Tiki parce que c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai l'occasion de travailler, au groupement du patronat francophone, qui est directeur du développement. C'est une, personnalité aussi politique. Il a été, l'ancien président, des Jeunes Républicains et donc ancien, proche jeune pour, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy et c'est une personne qui aussi travaille, avec, je dirais, les acteurs économiques du pays. C'était quelqu'un de fantastique, inspirant et je t'encourage évidemment vivement de l'inviter pour que tes auditeurs puissent évidemment connaître bah, son parcours atypique, détonnant et je dirais assez inspirant. En 2021, les 3 startups à suivre. Question difficile, évidemment les auditeurs ne m'en voudront pas, je dirais évidemment Swile qui se développe à une vitesse fantastique et dans laquelle j'ai l'honneur de pouvoir effectivement travailler. Je pense aussi évidemment à Insect. Insect, je pense que pour rappeler à nos auditeurs qui est une startup qui notamment produit en fait une protéine animale à base d'insectes, qui a réalisé une levée fantastique et qui a la confiance aujourd'hui bah, de tous les acteurs français et bientôt mondiaux, je l'espère. Et puis enfin derrière, je dirais Payfit. Payfit qui a réussi son, je dirais son développement évidemment français, qui est en train de réussir son développement à l'échelle européenne et qui, j'en suis sûr, arrivera à développer son développement à l'échelle internationale, qui est pour nos éditeurs, je le rappelle, un outil de gestion de paie à destination de tous les RH. Et c'est vrai que pour l'avoir utilisé, c'est une facilité et d'une intuitivité sans précédent. Ça plaît à beaucoup d'RH, pas simplement en start-up, mais également aux grands groupes bah, français, européens, et je suis assez convaincu qu'ils vont aussi arriver à évoluer, mais j'espère qu'il y en aura évidemment d'autres, parce que tu m'as dit qu'il y avait que trois startups, mais moi j'en vois beaucoup plus, bien sûr. En fait, Geoffrey, le prochain grand flip des startups, c'est quoi? Là, je dirais que ça serait de confirmer. Confirmer d'abord leur capacité à séduire les Français, à aller sur des métiers qui pourront leur permettre d'avoir un avenir, qui pourront leur permettre de s'épanouir, ou même de réaliser des choses extraordinaires. C'est confirmer sur leur capacité à apporter de la croissance à notre pays. Et on l'a vu, notamment avec la crise sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui, et les millions de Français qui aujourd'hui sont dans une situation difficile, c'est permettre d'être un vecteur d'espoir pour notamment ces acteurs et peut-être permettre justement à aller chercher et aider ces acteurs, cette population, en leur proposant des formations, même en proposant effectivement du recrutement. Et c'est enfin leur capacité, je dirais, à se renouveler. Tu le disais tout à l'heure, les startups sont sur maintenant tous les domaines d'activité possibles. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et il faut qu'elles nous étonnent. Il faut qu'elles aillent sur des domaines peut-être où les grands groupes ont plus de difficultés à aller parce qu'elles ont cette liberté, parce qu'elles ont cette capacité à aller plus vite et à développer certains produits. Donc pour moi, ça serait vraiment 2021, l'année de la confirmation pour l'écosystème startup, la confirmation aussi sur la consolidation des levées. Il y a eu une levée de fonds globale incroyable cette année, malgré la crise, pour notre écosystème. Il y a une confiance des investisseurs qui dépasse bien au-delà le vieux continent et qui vient de toute la planète. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un écosystème qui rivalise. En tout cas, qui est en train de rivaliser avec évidemment l'écosystème de la Silicon Valley aux États-Unis ou encore l'écosystème évidemment asiatique, qui bien évidemment aujourd'hui reste encore une fois les principaux écosystèmes. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci beaucoup Serge de ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger pour Flip. Merci. On rappelle aussi que ce podcast a été tourné suite à un article que tu as écrit sur LinkedIn sur les startups et si les Français travaillaient en startup. C'est vrai. Le confinement m'a, comme beaucoup, hein, m'a poussé à faire certaines choses que je ne faisais pas forcément en amont, à savoir de pouvoir réaliser du contenu. Bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter qu'à cet article. Je vais essayer de produire davantage de contenu. Alors, il est vrai sur les startups, sur l'écosystème, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être aussi sur d'autres domaines. Vous aurez peut-être une surprise dans les mois qui viennent. Merci bien. À très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?